Café Gougère, les podcasts de Puise et Tourisme. Bonjour et bienvenue dans la série de podcasts Café Gougère par Puise et Tourisme qui va à la rencontre de celles et ceux qui font battre le cœur de la Puisaye. Oreilles curieuses, aujourd'hui nous vous audioportons vers l'histoire vraie d'une grande écrivaine aussi libre que célèbre, Colette. Et c'est Samia, directrice du musée Colette, qui va nous embarquer dans la fabuleuse histoire de Gabrielle Colette. Bonjour Samia. Bonjour. Alors, Colette a passé son enfance à Saint-Sauveur en Puisaye. Selon vous, était-ce une enfance heureuse ? À en croire tout ce qu'elle écrit dans son œuvre, c'était une enfance heureuse et tellement heureuse qu'elle ne s'en est jamais remise. Heureuse parce que elle est entourée d'énormément d'amour de la part de ses parents. C'est la dernière de la famille, la petite dernière, l'enfant chéri, à laquelle tout le monde porte une attention particulière. Et puis aussi parce que elle va bénéficier d'une instruction qui va totalement à l'encontre des pratiques de l'époque où sa mère va lui accorder une très grande liberté, la traiter en adulte et lui transmettre des apprentissages essentiels qui vont lui servir tout au long de sa vie. Ces apprentissages, ils sont très simples. Cela consiste à s'émerveiller de la beauté du monde chaque jour, de vivre chaque jour nouveau comme une renaissance et d'en apprécier toutes les saveurs. Et donc Saint-Sauveur est assez marqué du coup de la présence de Colette et de cette famille recomposée en fait. C'est une famille recomposée tout à fait, puisque la mère de Colette avait eu un premier mari, un homme épouvantable parce que, alors à Saint-Sauveur on le disait laid, bègue, idiot. Il était surtout alcoolique au dernier degré et violent avec elle. Mais elle va, Sido, avoir deux enfants avec lui, Juliette et Achille. Puis enfin, quand cet homme horrible va mourir d'une crise cardiaque, Sido va pouvoir épouser l'homme qu'elle aime véritablement, qui habite à 2 pas de chez elle, le capitaine Jules-Joseph Colette. Et avec lui, elle aura 2 autres enfants, Léopold, qu'on appelle Léo, et le 28 janvier 1873, Gabrielle Colette, notre Colette. Alors, Colette est amoureuse de sa maison, est amoureuse de la Puisaye, mais c'est un amour qui n'est pas forcément réciproque, notamment de la part des habitants. Ces habitants de Saint-Sauveur, en fait, dès le départ, dès l'arrivée de Sido, la mère de Colette ici à Saint-Sauveur, se sont montrés extrêmement hostiles. Envers elle, d'abord, envers Sido, pas parce qu'elle venait d'ailleurs, mais parce que c'était une femme très libre, anticonformiste. En avance, elle dit elle-même qu'elle avait 3 siècles d'avance sur son temps, donc elle a des façons de vivre qui ne sont pas du goût de tout le monde. Et puis en plus, ce qui ne va pas arranger ses affaires, c'est qu'elle est profondément anticléricale dans ce village où la bourgeoisie est très très pratiquante. Elle n'en fait pas de mystère. Même si elle se rend à la messe et qu'elle emmène son petit chien, mais il aboie au moment de l'élévation, et elle lit le théâtre de Corneille caché dans son missel. On lui prête des amants par dizaines, et on dit que ceux-ci ne s'en défendent qu'à moitié. Et puis ensuite, quand vient le tour du capitaine Colette, lui, c'est autre chose. C'est parce que, alors d'abord c'est un méridional, faut imaginer cet homme-là avec un esprit très extérieur, la faconde méridionale, et on l'accuse d'avoir des prétentions bien plus grandes que ses possibilités pourraient lui permettre. Notamment, on s'agace du fait qu'il veut se lancer dans la politique. Il envisage une grande carrière de conseiller général, de maire de Saint-Sauveur. Tout cela va lui échapper, va le ridiculiser davantage aux yeux des habitants, puisqu'à chaque élection, il va se faire battre dans les largeurs. Donc on se dit, mais vraiment, pour qui se prennent-ils ? Et Sido, en plus, affiche très fort un sentiment de supériorité vis-à-vis de ce qu'elle appelle le commun des mortels, c'est-à-dire tout le monde. Donc dans ces conditions, on peut dire qu'ils sont vraiment perçus ici à Saint-Sauveur comme des parias, et du coup ils vont se retrancher dans leur maison, dans leur jardin,
qui vont devenir pour eux une sorte de refuge, de havre, de forteresse qui va s'opposer à tout ce qui se déroule dans les rues du village et qui tourne toujours de toute façon en leur défaveur. Et donc, on a cette maison qui a été entièrement restaurée et qui est ouverte au public depuis 2016. Et on a le jardin, donc c'est vraiment leur cocon. C'est le cocon de Colette. C'est d'une importance presque vitale pour elle. À quel point cette maison est le cœur un petit peu à la fois de l'œuvre et de la vie de Colette. Oui, c'est vraiment le centre de tout, c'est le centre du monde. Colette le dit très précisément pour elle. À ses yeux d'enfant, et ça le restera arrivé à l'âge adulte, cette maison représente vraiment le centre du monde parce qu'elle y a été très heureuse, parce qu'elle a dû la quitter, cette maison, mais aussi ses jardins, dans des conditions tragiques, parce que sa famille était complètement ruinée et qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de tout quitter quand elle avait 18 ans et demi. Donc ce départ de Saint-Sauveur, elle l'a vécu comme un véritable arrachement et ça va rester le plus grand traumatisme de sa vie. Et quand elle va devenir, malgré elle, puisqu'elle dira toujours qu'elle n'avait pas de vocation pour l'écriture, quand elle va devenir écrivain, elle va avoir à cœur de reconstruire par l'écriture, pièce par pièce, tout l'édifice de cette maison, tout ce que la vie lui avait arraché. Mais elle va en faire des évocations si poétiques, si touchantes, si précises, que la maison et le jardin vont devenir un véritable personnage emblématique de son œuvre. Et donc c'est vrai que quand... donc là, pour nos auditeurs, pour qu'ils puissent un peu se représenter cette maison, elle décrit aussi bien le perron, les marches, que la glycine, que tout ça. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire cette splendide demeure ? Mais en fait, vous savez, quand il a fallu restaurer, recréer ces décors, ce qu'on a fait tout naturellement, c'est qu'on s'est tourné vers les textes de Colette, puisque la première qui se livre à ces reconstitutions, c'est elle, au cœur de ses livres. Et elle en donne des descriptions extrêmement précises. Quand on est face à la maison, on entre dans ce qu'elle appelait le jardin d'en face, et de là, on a une vision et qui correspond exactement à tout ce qu'elle décrit, la façade grave, revêche, avec sa porte à clochette d'orphelinat, son perron qui boite, 6 marches d'un côté, 10 de l'autre, l'entrée cochère à gros verrous de geôle ancienne et juste au-dessus la petite fenêtre de sa chambre d'enfant. Et quand on pousse ces portes, eh bien, on découvre tout ce que le passant ignore, c'est ce que dit Colette, cette merveille, ces merveilles, ce véritable paradis au cœur du village, ces jardins jardin du haut, jardin du bas, potager resserré et chaud, et cette magnifique glycine centenaire qu'elle a décrite, avec là encore une telle fidélité, une forte grille de clôture au fond, en bordure de la rue des Vignes, eût dû défendre les 2 jardins. Mais je n'ai jamais connu cette grille que tordue, arrachée au ciment de son mur, emportée et brandie en l'air par les bras invincibles d'une glycine centenaire. Eh bien, le passant qui vient aujourd'hui à Saint-Sauveur découvre exactement le même spectacle. Voilà, donc on est dans la mémoire, dans cette maison, on est dans la mémoire de Colette. Et au musée, on va être dans sa vie, dans son œuvre. Alors vous qui êtes directrice du musée, quel complément vient apporter le musée par rapport à la maison ? Mais celui que peut apporter un musée littéraire à une maison d'écrivains. Ici, Colette, dans le musée qui est installé dans le château de Saint-Sauveur, ici, Colette n'a jamais vécu, même si elle a évoqué à plusieurs reprises ce château, le parc, la tour qui avoisine. Il s'est agi de construire un parcours muséographique qui permet d'entrer dans l'œuvre et dans la vie de Colette en faisant appel à toute une série de dispositifs. Le musée, il a été créé en 1995. Au moment où aucun lieu de vie de Colette n'était disponible à Paris, puisque c'était le premier lieu envisagé, ou ici à Saint-Sauveur, ce qui me semblait bien plus logique, la maison où elle est née et qu'elle a immortalisée dans son œuvre. Le château se présentait comme seule opportunité, et grâce à des souvenirs, des objets, des affaires personnelles de Colette, du mobilier qui provenait de son dernier appartement au Palais Royal, tous ces objets, tout ce fonds qui a été donné à la commune de Saint-Sauveur, il a été possible de créer ce musée ici, dans ce château.
Donc, on trouve des objets authentiques qui ont appartenu à Colette dans des espaces qui ont été reconstitués, son salon, sa chambre au Palais Royal, et tout autour, il y a ce parcours scénographié qui permet une entrée très subtile, très inventive, à la fois dans la vie et dans l'œuvre de Colette. Et cet été, on va avoir une exposition, donc nous allons avoir une exposition temporaire au musée Colette, qui va tourner autour de Colette et de la musique. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Alors c'est un thème essentiel, je crois, un des plus profonds qu'on a exploité au cours des expositions qu'on présente depuis presque 20 ans maintenant. Parce qu'on ne peut pas comprendre Colette si on ignore ses liens très particuliers, étroits avec la musique. D'abord parce que pour elle, la musique c'est une histoire de famille. Chez les Colette, dans cette fameuse maison, eh bien, la musique n'est pas un divertissement, c'est un domaine sacré. Tous les enfants de la maison prennent des leçons de piano et seront d'excellents musiciens. Et pour Colette, la musique aura toujours une importance capitale. Plus tard, elle va baigner dans le milieu mélomane de Willy, son premier mari, qui était un critique musical incontournable, réputé, redouté. Donc lui, il va lui ouvrir les portes du tout Paris de la musique, mais aussi l'entraîner à Bayreuth sur les traces de Wagner. Il va l'inciter à écrire ses premières chroniques musicales, qui sont irrésistible parce qu'elle parle de tout, Colette, mais absolument pas de la musique. Elle s'intéresse davantage au public, aux toilettes, au papotage, et dans sa langue à elle, c'est-à-dire en maniant l'argot, la verve, avec beaucoup d'humour. Et puis, toujours grâce à Willy, Colette va côtoyer les plus grands compositeurs de son temps, et elle collaborera même avec certains d'entre eux, comme Ravel, autour de L'Enfant et les Sortilèges, cet opéra qui constituera la plus grande exaltation musicale de toute la carrière de Colette. Et pourtant, malgré cette vie et cette carrière en grande partie vouée à la musique, elle a exprimé, et à plusieurs reprises, un grand regret, celui d'avoir raté sa vocation. Je n'en avais qu'une, la musique. Composer au lieu d'écrire, mais si j'avais pu. Là, je pense que Colette se trompe, parce qu'au contraire, cette vocation, elle l'a pleinement, hautement accomplie. Mais qu'a-t-elle fait d'autre? Sinon composer à la recherche de ce qu'elle appelle le mot meilleur que meilleur et encore meilleur. Eh bien ça, c'est précisément la recherche du rythme, de l'harmonie, de la sonorité. C'est bien l'œuvre d'une musicienne des mots, musicienne dans l'âme. Et tous ces textes, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature ou leur destination, avec le scrupule qu'elle a porté à ses compositions, tous ces textes sonnent comme des parties concertantes. Il n'y a pas d'œuvre qui se prête mieux à la lecture à haute voix que celle de Colette, puisque c'est là qu'elle donne sa pleine mesure. Et ces textes sont d'ailleurs très musicaux quand on les lit effectivement à haute voix. Alors, vous êtes une conteuse fabuleuse. Est-ce que vous pouvez nous lire, nous réciter l'extrait de votre choix de l'œuvre de Colette? Oui, il y a un texte que j'aime entre tous et qui résume à la fois cette enfance miraculeuse, tous les dons qu'elle a pu recevoir grâce à sa mère et qui vont déterminer la femme et l'écrivain qu'elle est devenue, et puis parce que c'est toute la musicalité de son écriture qui résonne. Car j'aimais tant l'aube déjà que ma mère me l'accordait en récompense. J'obtenais qu'elle m'éveillât à 3h30 et je m'en allais, un panier vide à chaque bras, vers des terres maraîchères qui se réfugiaient vers le pli étroit de la rivière, vers les fraises, les cassis et les groseilles barbues. À 3h30, tout dormait dans un bleu originel, humide et confus. Et quand je descendais le chemin de sable, le brouillard, retenu par son poids, baignait d'abord mes jambes, puis mon petit torse bien fait, atteignait mes oreilles, mes narines, plus sensibles que tout le reste de mon corps. J'allais seule, ce pays mal pensant était sans danger. C'est à cette heure que je prenais conscience de mon prix, d'un état de grâce indicible et de ma connivence avec le premier souffle accouru, le premier oiseau, le soleil encore ovale,
déformée par son éclosion. Ma mère me laissait partir après m'avoir nommé beauté, joyau tout en or. Elle regardait courir et décroître sur la pente son œuvre. Chef-d'œuvre, disait-elle. J'étais peut-être jolie. Ma mère et mes portraits de ce temps-là ne sont pas toujours d'accord. Je les taise à cause de mon âge et du lever du jour, à cause des yeux bleus, assombris par la verdure, des cheveux blonds qui ne seraient lissés qu'à mon retour, et de ma supériorité d'enfant éveillé sur les autres enfants endormis. C'est magnifique et ça présente merveilleusement bien Colette en Puisaye, vraiment, et puis l'amour à la fois que Sido peut ressentir pour elle. Tout à fait. Et ce texte est extrait de Sido, cet hommage magnifique que Colette dédie à sa mère en 1930. Alors justement, en parlant des livres de Colette, quels sont selon vous les livres de Colette qui décrivent le mieux sa vie ici en Puisaye? Alors je viens déjà d'en citer un, ce Sido, puisque là c'est vraiment le monument qu'elle édifie à la mémoire de sa mère qui va illuminer tous ses souvenirs. Mais on retrouve aussi très bien le Saint-Sauveur de Colette dans Claudine à l'école, alors sur un mode humoristique, caricatural, puisque c'est des habitants réels qui sont mis en scène dans ce roman de façon tout à fait cruelle, il faut bien le dire. Et puis, pour véritablement visiter la maison et le village sur les pas de Colette en se laissant guider par sa voix, bien l'ouvrage qui me semble incontournable, c'est La maison de Claudine. Donc Sido, Claudine à l'école, La maison de Claudine, donc vraiment les trois œuvres qui recèlent tout l'amour de Colette pour la Puisaye. Et si vous, Samia, vous aviez une déclaration d'amour à faire à la Puisaye, laquelle serait-elle? Je lui dirais que je ne la connaissais pas quand j'étais enfant et adolescente. Et je connaissais très mal l'œuvre de Colette. J'ai découvert l'une et l'autre, l'une par l'autre, il y a une vingtaine d'années. La Puisaye a changé ma vie. J'ai l'impression que je ne pourrais plus vivre sans elle. Moi, de toute façon, je la verrai toujours avec les yeux de l'amour, la Puisaye, puisque je la vois à travers les textes de Colette, qui a fait aimer et connaître cette région au monde entier. C'est l'héritage, en fait, qu'elle nous lègue dans son œuvre. Il se trouve que parfois, les rencontres réelles sont décevantes. Et là, il se trouve que c'est tout le contraire. Pour moi, c'est une région vraiment à part qui a gardé sa noblesse, ses mystères, toute sa sauvagerie même. Et pour ça aussi, je la trouve assez incomparable. Donc vous avez développé le même amour pour la Puisaye que Colette. Merci beaucoup, Samia. Merci à vous. Merci à vous, oreilles attentives. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode dans une maison bleue. C'est l'Atelier Bleu avec Sylvie et Laurence. C'était Café Gougère. Merci de votre écoute et retrouvez-nous lors de notre prochain podcast.